Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Dev Café du jeudi 15 décembre. Alors ensemble, on va résumer les principales infos de ces dernières heures, mais avant ça, deux petites infos. Tout d'abord, ce midi, il y aura un live avec Gérard qui va essayer de déterminer qui de Jetpack Compose ou de SwiftUI est le meilleur. Sortez donc vos popcorn, sachant que cette fois-ci, ce sera Robin qui sera aux manettes pour la présentation. Du coup, j'imagine non sans mal que vous lui ferez un super bon accueil. Et la deuxième info, c'est que savez-vous ce qui s'est passé en 15 décembre 1994 ? Eh bien, c'était la sortie de la première version stable d'un navigateur qui s'appelait Netscape Navigator. Alors, très aimé dans les années 90, malheureusement, il a vite perdu du terrain face à un certain Internet Explorer. Alors ensuite, il a été racheté par le groupe derrière AOL, avant une lente agonie jusqu'en 2008. Mais bon, on va rester positif puisqu'il reste quand même à l'origine de Firefox. Alors voilà pour cette petite anecdote, et maintenant que cette introduction qui dure d'ailleurs 3 plombes est terminée, passe aux actus du jour, et d'ailleurs, on pourrait presque même dire aux outils du jour, car vous allez le voir, il y en a plutôt pas mal. Pour commencer, lors de la rentrée en septembre, je vous avais parlé d'un outil qui s'appelait, et même d'ailleurs plutôt qui s'appelle toujours Maestro. Alors si toutefois votre mémoire flanche, c'est un outil qui permet de faire des tests de type end-to-end. Alors pour le faire simple, ce sont les tests qui sont de plus haut niveau. Alors ça consiste à se mettre à la place d'un utilisateur qui va faire un certain nombre d'actions, et ensuite on va vérifier que tout s'est bien exécuté correctement. Et la particularité des tests de Maestro, c'est qu'à peu près n'importe qui peut les écrire, comme vous pouvez le voir dans la documentation. Et depuis quelques mois, les créateurs de l'outil ont pas mal itéré avec un Maestro Cloud qui permet d'exécuter ces tests directement, je vous le donne en 1000, dans le cloud. Mais bien sûr, vous pouvez le faire de votre côté, ils fournissent simplement une solution clé en main. Et comme vous l'avez vu, c'est relativement simple d'écrire des tests pour peu qu'on en comprenne vite fait la syntaxe, ou alors qu'on possède éventuellement une extension qui va vous faire de l'autocomplétion, mais ça peut quand même être rébarbatif pour certaines personnes qui s'y connaissent pas trop. Et la société derrière Maestro vient de faire un Maestro Studio qui va se connecter à un émulateur Android, un simulateur iOS ou un vrai téléphone. Et lorsque vous allez faire une action, il va vous mettre toutes les commandes possibles, comme l'étape en fonction de l'ID ou alors avec le texte, les assertions possibles, et en fait toutes les combinaisons possibles d'une manière générale. Alors pour l'avoir testé rapidement, ça marche très bien, il suffit d'installer la dernière version de Maestro, et en ligne de commande de taper Maestro Studio, et le tour sera joué. Alors honnêtement, c'est un outil qui n'existait pas il y a quelques mois à peine, et c'est en train vraiment de devenir un incontournable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous l'utilisez vous aussi, et de mon côté par contre, je le mets dans la liste des tutos à vous faire. Si on passe à Android, hier je vous indiquais qu'une première version bêta pour Android 13 QPR2 pour Quarterly Platform Release 2 était déployé depuis le début de la semaine. Il y a donc pas mal de changements visuels sur lesquels j'ai pas nécessairement envie de passer du temps, mais il y a tout de même deux nouveautés qui pourraient vous intéresser. La première, c'est que les téléphones ont maintenant un mode de vibration alternatif. Alors bon, rien de sexuel, rassurez-vous, mais plutôt une fonctionnalité pas si bête qui va réduire automatiquement l'intensité des vibrations si vous tenez le téléphone dans vos mains, alors qu'en revanche, s'il est dans votre poche ou posé sur une table, ce sera l'intensité que vous aurez définie qui sera utilisée. Car pour rappel, sur Android, on peut régler le volume des vibrations en fonction du type d'événement. Et la deuxième nouveauté concerne le Predictive Back Gesture dont j'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà et qui est dispo dans le petit i. Dans l'idée, ça permet aux utilisateurs de voir ce qui se cache derrière l'action du bouton ou plutôt le geste de retour. Et un peu à l'image d'iOS où on a un effet de slide, sur Android 13, la fonctionnalité est pour le moment utilisable, mais uniquement en activant des options de développement. Et sur la QPR2, l'animation a légèrement changé pour afficher la petite flèche sur le côté. Rien de transcendant, mais on voit que Google fait un peu évoluer la navigation sur Android. Ensuite, il y a quelques années, Google avait mis en avant les Instant Apps qui permettaient de lancer des bouts d'applications Android sans avoir à les télécharger. Alors par exemple, si vous étiez dans la recherche Google puis que vous cliquiez sur une vidéo Vimeo, et bien paf, l'application se lançait automatiquement. Alors tout ça c'était dans les années 2017 et il y a eu certes quelques applications qui se sont mises, mais rapidement on n'en a plus entendu parler, et je pense en grande partie parce que c'était pas si simple à mettre en place, notamment au niveau de la modularisation du code, et probablement aussi parce que côté utilisateur, c'était pas faramineux en termes de nombre. Mais sur iOS 14 en 2020, Apple nous propose alors l'équivalent sous le nom d'AppClips, et l'exemple mis en avant, c'est celui des trottinettes électriques en libre service, où il y a quand même pas mal d'applications à installer en fonction des opérateurs. Mais 2 années plus tard, le site Apple Insider fait les comptes et ils ne sont pas très favorables. Alors déjà, la fonctionnalité a été lancée en plein confinement, alors que l'usage mis en avant, c'est généralement en extérieur et autour de la mobilité. Et c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé un représentant de chez Apple l'an dernier en indiquant, je cite et je vous traduis, « Nous avons eu un énorme intérêt pour AppClips au début et beaucoup de ces développeurs sont revenus et nous ont dit
Vous savez, nous allons attendre un peu parce qu'il s'avère que tout le monde est à l'intérieur maintenant. Et côté éditeur d'application, il faut dire que l'avantage est relativement mince. Pourquoi vouloir qu'un bout d'application soit utilisé alors que beaucoup de temps est passé pour justement développer un client complet, voire même qu'on a un site web qui lui ne nécessite pas d'installation. Et aussi, l'un des gros problèmes que l'on soit sur Android, sur iOS, c'est la discoverabilité ou découvrabilité en bon français de ces applications. Alors comment sait-on qu'elles existent, dans quel cas les utiliser? Finalement, c'est pas si simple. Avec tous ces problèmes, mais aussi celui du mauvais timing, a priori ces mini-applis n'auront pas vocation à revenir, même si sur le papier, l'idée n'était pas si bête. Allez, on s'arrête sur cette actu pas forcément très joyeuse, on dira, pour laisser place aux actus un peu plus généralistes de la partie en bref. Vous voulez une preuve que personne ne s'écoute chez Google et que chaque entité vit sa propre vie? Stadia, qui va fermer ses portes au mois de janvier, a fait l'objet d'un tweet de la part du compte officiel de Google pour vanter une des fonctionnalités sur le moteur de recherche. Une belle pépite découverte par 9to5 Google. Ensuite, vous n'avez pas dû passer à côté du raz-de-marée ChatGPT et pour beaucoup il s'agit du futur de Google. Pourtant, le géant américain n'a quasiment pas bougé dans le domaine, si ce n'est d'une certaine manière avec les assistants. Et lors d'une interview, Jeff Dean, qui s'est longtemps occupé de la division IA chez Google, a indiqué qu'en interne, un tel outil existait déjà, mais que le coût de fournir des réponses fausses était trop élevé et allait ainsi dégrader l'image de Google qui, elle, a une image de confiance. En France, les numéros fixes commencent par 01, 02, 03 et ainsi de suite pour désigner la zone dans laquelle se trouve le correspondant. Mais l'ARCEP a annoncé mardi mettre fin à cette régionalisation puisque, comme sur les téléphones, il sera désormais possible de demander un transfert de numéro. Sur un autre sujet, vous entendez souvent parler des navigateurs comme Chrome, Safari ou Firefox, mais Brave continue de faire son petit bout de chemin en misant sur la vie privée tout en utilisant Chromium. Une nouvelle fonctionnalité très simple mais ô combien pratique permet de coller des liens en supprimant tous les paramètres dans l'URL. Certes, une extension peut le faire, mais c'est toujours appréciable de l'avoir directement intégré. Et allez, pour finir cette partie en bref, un peu de repos ou en fait non. Car les championnats mondiaux d'Excel ont eu lieu il y a quelques semaines et l'événement a un tel retentissement que des milliers de personnes le regardent à distance et en direct. Bref, si vous avez 2h30 de votre vie à perdre devant des tableurs, vous avez la vidéo en description. On reprend avec un outil que Google vient de mettre en place sous le nom de OSV pour Open Source Vulnerability, mais en réalité OSV c'est jusqu'à présent un format commun permettant de décrire des vulnérabilités, un schéma qui est d'ailleurs open source. Et l'idée de l'outil OSV, c'est de pouvoir scanner vos projets pour identifier les potentielles failles, et généralement d'habitude quand on a ce type de programme, c'est soit pour le web, soit pour le desktop, mais ici c'est compatible avec Android, Crates.io qui est le repo pour Rust, les GitHub Actions, Maven ou encore pub.dev qui est utilisé en Dart, et la manière de l'utiliser est relativement simple, soit vous l'installez et lancez la ligne de commande, soit vous avez une API à disposition. Du coup, dans vos workflows de CI/CD, je pense qu'il serait plus que préférable de l'utiliser, d'autant que c'est totalement indépendant de la plateforme, et le lien est en description comme d'habitude. Et allez, entre deux outils, vous savez probablement qu'il y a le match retour entre Epic Games et Apple, puisque le procès en appel entre les deux entités a lieu en ce moment même, et au détour d'une interview de Tim Sweeney, le CEO d'Epic Games pour The Verge, on apprend une info relativement intéressante. Alors sur l'App Store, il existe par exemple l'application Steam qui permet d'acheter des jeux sur PC, et ce sont bien les solutions de paiement de Steam qui sont proposées, et idem avec l'application PlayStation. Mais dans cette interview, Tim Sweeney indique qu'ils auraient aimé faire la même chose avec l'Epic Game Store, qui est une boutique d'applications où l'on peut acheter uniquement des jeux pour PC. Mais Apple a rejeté l'application sans même donner la quelconque explication. Serait-ce par représailles du fameux procès entre les deux? Quoi qu'il en soit, ça ne plaide pas vraiment en faveur d'Apple, dont les règles de l'App Store sont toujours plus énigmatiques. Bref, suite au prochain épisode. Et enfin, je suis tombé par hasard sur un outil qui pourrait vous être bien pratique sur les étapes de code review. Alors, gros warning, je l'ai absolument pas testé, il se peut donc que ce soit juste une belle page avec des fonctionnalités qui marchotent au final. Mais dans l'idée, vous allez pouvoir connecter le service WhatTheDiff à votre GitHub et il va servir à deux choses. La première, c'est la possibilité de faire un résumé écrit du contenu d'une pull request, et la seconde qui est, je pense, bien plus intéressante, c'est de vous aider à coder les corrections. Donc dans l'exemple que vous voyez, il demande à transformer le code en singleton, et automatiquement, le bot va le proposer. Pour le moment, le service peut être utilisé gratuitement avec une notion de token qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est l'équivalent à peu près de 10 pull requests. Ensuite, par contre, il faudra commencer à payer. Du coup, je vous laisse tester, et surtout n'hésitez pas à me dire les résultats, s'ils sont bons ou pas, dans les commentaires. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, quoiqu'en vrai pas tout à fait, puisque selon l'heure où vous écoutez l'émission, soit vous pouvez participer au live sur Jetpack Compose versus SwiftUI, soit alors vous pourrez regarder le replay. Quoi qu'il en soit, sur ce Dev Café, j'espère qu'il vous aura plu, et auquel cas, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et faire le petit like.
De mon côté, je vous donne rendez-vous demain, car ce sera Robin qui s'occupera du live. Du coup, bonne journée à tous.